ici. La première chose que je voulais discuter aujourd'hui, c'est le devoir. En général, ça a très bien été. Juste quelques petites notes. Par exemple, quand vous faites de l'imbrication SAS, vous n'êtes pas obligé d'écrire body devant chaque chose. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. C'est comme en CSS, vous n'écrivez pas tout le temps body A, body quelque chose, parce que sinon vous allez vous ramasser avec des body un peu partout. Puis on s'entend que probablement que c'est sur le corps que vous voulez appliquer les règles. Donc ça, c'était une petite chose. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même perdu des points parce qu'ils n'avaient pas fait d'imbrication ou qu'ils n'avaient pas utilisé des variables. Euh, si vous n'êtes pas capable de le faire en ce moment, mais assurez-vous d'être capable de le faire pour l'examen qui s'en vient la semaine prochaine. D'ailleurs, le cours de vendredi, ça va être une révision de l'examen. L'examen va être monté d'ici là, puis je vais vous faire un survol de qu'est-ce que je m'attends à l'examen, qu'est-ce qu'il faut savoir faire. C'est surtout des questions théoriques, mais il va y avoir un petit bout. Je vais aller accepter. Il va y avoir un petit bout qui va être pratique là, dans lequel vous allez écrire des colonnes. Par exemple, Bootstrap, comment on ferait pour faire une page en 3 colonnes ou des choses comme ça. Je reviendrai vendredi par rapport à ça. L'examen n'est pas 100% monté encore. C'est ça. Le devoir, ça a quand même bien été. C'était des points relativement simples. C'est sûr que le résultat, c'était pas beau. J'ai comme été pris de court par l'absence de Nicolas. Fait que le devoir, je l'ai créé rapidement. Le TP, ça ressemble plus à quelque chose d'utile et dont vous pourriez être fier. Pour ce qui est du travail, j'ai pas eu beaucoup de questions. J'imagine que ça va bien de votre côté. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Teams. Ça va relativement vite vous répondre. Ou si vous voulez avoir un exemple de ce à quoi ça devrait ressembler, euh, allez-y. Mais grossièrement, c'est vraiment la première page qui est le plus difficile à faire, la page index, dans laquelle vous faites vos colonnes, vous faites le carrousel, ainsi de suite. Puis après ça, on copie ce template-là, dans le fond, ce patron-là, 4 fois pour faire les 4 pages et on modifie juste le contenu qui devrait être dans main normalement. Mais gênez-vous pas si vous avez des questions sur le travail. Je vais m'arranger pour que ce soit moi qui corrige aussi. Je trouve que c'est plus juste. Je ne sais pas si Nicolas va revenir encore, mais s'il revient la semaine prochaine, mais ça va quand même être moi qui va corriger le travail et l'examen. Petite chose qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant sur Bootstrap, je vais vous partager mon écran. Oups, il reste des gens ici. Les participants là. C'est les classes utilitaires. On en a vu quelques-unes. J'ai passé grossièrement dessus. Je vais en reparler un petit peu là. J'en parle pas beaucoup parce que c'est pas nécessairement obligatoire dans le travail 1. Dans le travail 2, on va voir qu'il y a un display ici qui va être obligatoire. Le reste, c'est toutes des choses que si vous en avez besoin, ça peut être utile. Si vous n'avez pas de besoin, mais tant pis. C'est pas, moi, je peux pas vous forcer, dans le fond, dans votre travail, à utiliser ces différentes choses-là. Ça commencerait à être compliqué, en fait. On va regarder différents. Plus les plus importantes, comme Border, je vous laisserai le regarder. Clear Fix, mais ça permet de faire le clear. Quand vous faites des floats, les floats gauche, float droite, que vous avez fait à la session passée, euh, mais souvent, l'élément en dessous, il va avoir float aussi. C'est qu'il faut faire un clear. En utilisant juste Clear Fix, mais ça va libérer les deux côtés du float. Encore là, je ne pense pas que vous n'ayez besoin. Un bouton close, il y en a un dans la modale. C'est que normalement, vous devriez déjà l'avoir vu si vous êtes rendu là dans le travail. Mais grossièrement, c'est un X ici. Avec les différents. Ce qui est intéressant, pourquoi c'est intéressant de le copier directement là? C'est parce qu'on a, on a la classe, le petit bouton, le area hidden, dans le fond, qui est là. Puis le area label qu'il faut transférer en français. En ce moment, ça va être, excuse-moi, ça va être lu comme étant close par un lecteur d'écran. Ça ici, Area Label, c'est toujours pour les lecteurs d'écran. Couleur, je n'embarquerai pas, vous pourrez le regarder. Display, c'est peut-être là qui est le plus difficile. C'est peut-être un petit peu plus complexe, en fait. Ça commence toujours par, les classes commencent par D. Donc, si je veux, je vais me faire un petit notepad à côté ici.
c'est comme une mauvais barre. Bon, ça ici, notepad. Bon. Sur mon élément, on voit ici qu'il y a valeur, il y a breakpoint et value. Fait que vous, si vous voulez utiliser les différentes classes utilitaires qui sont dans le display, on les voit ici, les valeurs. C'est des displays que vous connaissez déjà ici. Là. Display none, display inline, display inline block, table, ainsi de suite. Fait que ça je ne l'explique pas ici. Ce que je vais expliquer, c'est qu'on fait tirer D, la valeur qui est ici, value, mais je prends ce qui est ici. Fait que si je fais la classe D-none, ça va faire comme si je faisais display none sur mon élément. Pourquoi c'est mieux? Ben, c'est parce que c'est plus rapide que d'aller me créer une règle CSS, puis de l'appliquer dans une nouvelle classe, puis de l'appliquer ainsi de suite. Si jamais vous voulez réutiliser ça, mais c'est possible en SAS de faire des extends. Vous regardez la documentation sur SAS que je vous ai fournie, mais c'est possible d'aller prendre une classe puis de l'étendre. Si vous voudriez avoir tout ce qu'il y a là-dedans, mais rajouter certains éléments. Sinon, on fait display, D-none, puis je rajoute, en fait, je vais l'écrire comme du monde, comme ça ici, puis je mettrai d'autres classes ici, là. Classe 1, classe 2, si vous en aviez plusieurs. Avec le D-none, ça, c'est seulement quand je veux display une valeur. Ça va se faire automatiquement, puis ça va se faire pour tous les appareils qui sont extra small et plus, tous les écrans au complet. Si jamais je veux que ce soit différent pour des écrans, par exemple, moyen et plus, mais là, je n'ai pas le choix d'utiliser le breakpoint. Dans le fond, ce que vous avez déjà utilisé pour les colonnes, c'est encore les mêmes éléments, SM pour small, medium, large, XL, extra large. Ce que je m'en viendrai ici, je préfère classe, je pourrais dire none, mais display block pour SM. Pour tous les écrans, ça va être de display none, sauf pour les écrans petits et plus. Ici, ça me permettrait d'avoir du contenu qui est caché sur les petits écrans. Je n'ai pas assez de place pour l'afficher, je ne l'affiche pas. Et j'ai un écran petit et plus, mais je pourrais l'afficher. Vous avez les différents ici. C'est aussi simple que ça. Puis là, vous pouvez jouer avec ça. Il y a des exemples ici. Les exemples là, mais il y a des exemples ici. Si je veux que ça soit caché seulement sur XS, sur les écrans plus petits, c'est ce que je viens de faire ici. Si je veux que ça soit caché seulement sur les SM, je vais faire ici, SM et moins. Ça va être display none, puis les autres, ça va être medium et plus, ça va être display block. Le bloc, dans le fond, c'est n'importe quelle valeur qui est ici. Encore là, ça, je ne peux pas vraiment vous forcer dans le travail. En fait, dans le travail 1, il n'y en a pas. Dans le travail 2, il va en avoir parce que je vais vous faire mettre une publicité. Je vais faire en sorte qu'elle disparaisse sur les petits écrans. Donc, on y reviendra quand on sera rendu là. Je vais agrandir ici un petit peu. C'est des classes utilitaires. Vous faites juste les appliquer sur vos éléments. Flex, c'est la même chose. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais c'est pour faire du flex, mais vous pouvez déjà faire display flex ici. Float, même chose. Si je veux flotter à gauche, mais float left, je vais faire flotter à droite, float right. Donc, la classe est déjà définie. Vous n'avez pas à la faire dans votre CSS. Ici, directions, je n'embarquerai pas là-dedans. Overflow, peut-être que vous ne l'avez pas déjà vu, mais quand on a trop de contenu dans un élément, il faut décider comment que le reste du contenu va s'afficher. Comme ça ici, mais ça fait une barre déroulante. Si on ne veut pas ça, mais on peut faire hidden. Tout ce qui est de plus va se cacher. Là, je ne pense pas qu'on ait besoin dans le travail, mais quand on a fait notre lien, vous l'avez vu avec, je peux le voir ici, google.com. Oups, je vais l'ouvrir. On voit ici que l'overflow hidden est là. Ici, tout le contenu, je vais l'enlever, puis on va regarder ce que ça va donner.
que j'ai perdu mon truc, mais normalement, le contenu devrait sortir. Je suis comme pas à la bonne place, mais hop. En tout cas, vous voyez qu'il y a il y a un overflow hidden pour pas que le contenu du lien sorte du petit carré qui a été fait. C'est pas fait avec Bootstrap, là, ce que je viens de montrer, là, mais c'est le même concept ici, qu'il y a un overflow. Overflow, c'est que le surplus, qu'est-ce qu'on fait avec? Position, c'est toutes des positions que vous avez déjà vues avec Nicolas. Sticky, c'est pas tous les navigateurs qui le supportent, il faut faire attention. Mais je pense qu'avec Bootstrap, c'est mieux supporté, mais si vous le faites directement avec du CSS, c'est peut-être pas évident. C'est que vous vérifierez ici. Il y a des classes, par exemple, fixed top puis fixed bottom. Ça va faire en sorte qu'en haut, vous allez avoir un élément qui reste toujours en haut, puis un élément fixed bottom, c'est fixé en bas, au bas. Ce sont des classes que vous pouvez utiliser. Screen Reader, on a déjà parlé. Shadows, mais c'est juste des petits éléments pour du look, dans le fond, du visuel. Je n'embarquerai pas là-dedans. Si ça vous intéresse d'aller jouer un petit peu, ça ici non plus. Spacing, ça en est un autre. Les plus compliqués, c'est display ici et spacing. Spacing, c'est parce qu'il faut connaître un petit peu les codes qu'il y a ici. La propriété commence par M ou P. M pour margin, P pour padding. Je vais voir ici des exemples. Margin, T, on va aller voir c'est quoi. Margin, ça c'est la margin top. En écrivant juste margin top 0, mais ça veut dire que je vais avoir 0 marge en haut de mon élément. Normalement, il faudrait créer une classe pour ça, puis là, en ce moment, elle est déjà faite pour vous. Il s'agit juste d'assembler ces éléments-là. Si je veux du padding de chaque côté, mais je vais faire P, je peux l'écrire ici à côté. Ça, c'est vraiment du par cœur, il faut les connaître. Je regarde gauche puis droite, mais ça va être le X ici. PX. Là, je regarde ici la valeur, 4. Ça va me faire du padding de chaque côté, à cause que c'est X, gauche et droite, de 4. Dans le fond, il y a une variable SAS, en fait, une variable SAS qui est Bootstrap, qui s'appelle Spacer, puis ça va être 1,5 fois cette variable-là. Cette variable-là ici est définie dans Bootstrap. Vous pouvez la redéfinir si vous voulez. Dans le TP, je ne le demande pas. Dans le cadre du cours, on ne le fera pas non plus. Mais c'est juste pour vous montrer que ça se fait relativement simple. Vous allez avoir un résultat en faisant juste ça ici. Alors que normalement, il faudrait créer une propriété padding, gauche, ainsi de suite, dans votre CSS à chaque fois, ou en fait dans votre SAS, dans notre cas, dans notre CSS, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose comme ça. Alors que là, c'est tout fait. Mon élément dans le dessous, mais je pourrais directement écrire margin, là, je vais aller voir ici, Y, mais ça fait margin top, margin bottom, Y. Je pourrais dire, je ne veux pas de marge en haut, je ne veux pas de marge en bas de mon élément. Vous avez des exemples. MX, margin, gauche-droite, auto. On va ici. Auto, mais ça fait la marge auto. Je pense que vous l'avez fait dans le premier cours de web. Ça fait en sorte que quand on définit la largeur de notre contenu principal, par exemple, on pourrait dire, mais les marges, je ne veux pas les définir, définis-les toi-même pour que ce soit la même chose de gauche à droite, gauche et droite. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, là, juste savoir que ça existe ici. Spacing et display, c'est peut-être les plus difficiles. Le reste, c'est vraiment juste d'appliquer les classes, là, dépendant de ce que je voulais. Text justify, mais ça va justifier le texte. Text left, mais ça met le texte à gauche, ainsi de suite. J'embarque pas plus que ça là-dedans. Ah, mais il y a visibility aussi. Visible et invisible, mais c'est les classes ici. C'est des classes qui ont déjà été faites par Bootstrap. Vous avez juste à les utiliser, au lieu de recréer les mêmes classes ici. Display invisible, il faut juste prendre en considération que l'élément va continuer à prendre de l'espace sur la page. C'est peut-être ça que vous voulez, c'est peut-être pas ça que vous voulez. Dépendant de ce que vous voulez, mais ça se peut que ce ne soit pas la classe invisible que vous voulez, mais c'est peut-être plus display block none pour vraiment que l'élément prenne plus de place sur la page. On peut le faire ici, inspecter. J'ai pris un élément au hasard, je vais lui mettre
Visibility hidden. Fait qu'on voit qu'à gauche, ici, le gros bloc est blanc. Fait que mon élément est encore là, c'est juste qu'il n'est pas visible. C'est peut-être ça que vous voulez. Si ce n'est pas ça que vous voulez, on s'en va ici. Je fais la même chose. Oups. Display, 2 points. None. Là, on voit qu'il a vraiment disparu. Il ne prend plus d'espace sur la page. C'est tout pour ça. C'est sûr que c'est un premier survol de Bootstrap dans ce cours-ci. Vous allez voir, dans le fond, que c'est vraiment en l'utilisant. En fait, là, ça va être probablement Nicolas qui va poursuivre le cours, je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment de l'utiliser, puis de l'utiliser, dans le fond, dans chacun des travaux. Là. Je vais en parler à Nicolas pour qu'il mette un certain nombre de points dans chacun des travaux pour être sûr, dans le fond, que vous ne perdiez pas vos acquis. Là. Je vais fermer ça. Et on entre dans le sujet d'aujourd'hui qui est plus complexe, qui est pas lié au web, mais malheureusement, à la dernière session, ça a été escamoté de votre côté parce qu'on n'avait pas, parce que vous connaissez la situation, que ça n'a pas été fait. En fait, je peux aller voir le plan de cours juste pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Ici. Je retourne. On a pas mal toutes fait ces choses-là. Moi, on serait ici. Oups. Puis pour les icônes, vous avez vu, je vais fait une vidéo. C'est vraiment simple. C'est juste des utiliser puis dans le fond, de changer la couleur si vous avez besoin de changer la couleur. Mais grossièrement, c'est une vidéo de 5 minutes que j'ai fait et ça vous montre comment le faire. Ce qui me reste à voir avant l'examen, c'est ça ici. Malheureusement, je n'ai pas pensé à le mettre dans le travail, cet aspect-là. Probablement que ça va être plus évalué dans le travail 2. J'en parle là. J'en parle là parce que c'est dans ce bloc-là ici qu'il fallait en parler. Git, c'est quoi? Juste une petite question. Est-ce que vous en avez vu la dernière session ou pas du tout? Vous pouvez répondre dans le chat si vous êtes. Non. Non? Parfait. OK. Non. Merci de la réponse. Git, c'est un outil qu'on utilise en développement. En fait, maintenant, tous les développeurs vont utiliser un outil qui ressemble à ça. Ce n'est pas toujours Git. Git, c'est le plus populaire maintenant, mais il y en a d'autres aussi. C'est un outil qui me permet d'avoir des versions de mon code. C'est un outil de gestion des versions du code. Peut-être que vous avez déjà vécu ce contexte-là. Vous développez votre programme, ça fonctionne bien, puis là, vous faites des changements, ça ne marche plus, mais vous n'êtes plus capable de revenir à la version qui fonctionnait bien. Avec un outil comme ça, ça me permet de revenir dans le passé, de revenir au moment où est-ce que ça allait bien, et ça me permet aussi de partager facilement mon travail avec mes collègues. Parce que c'est un des aspects qui est difficile en programmation, c'est de mettre vos changements et les changements de votre collègue, mais les mettre ensemble pour que ça se fasse le mieux possible. L'outil Git va me permettre de faire ça. En plus de ça, c'est possible d'héberger votre code ailleurs que sur votre machine. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui. Je t'ai regardé parfait. Je t'ai regardé l'heure. L'outil, je vais vous demander de l'installer si ce n'est pas déjà fait de votre côté, avec Download 2.28.0 pour Windows. Vous pouvez juste aller dans Google, chercher Git. Git Download, Git téléchargement. Vous allez l'avoir ici. Téléchargez-le. Je vais le faire avec vous aussi. Je vais commencer l'installation. Moi, il est déjà installé sur mon poste, mais je vais commencer l'installation pour voir c'est quoi les questions. Je ne m'en souviens pas. On fait suivant. En fait, vous pouvez lire la licence. Normalement, il faudrait le faire, mais c'est rare qu'on le fait. Je fais suivant.
Vous avez une version défaut fast forward or merge. Je laisse ça comme ça. Enable experimental support. On ne veut pas ça. Dans le fond, ça a l'air expérimental. J'en ai pas besoin. Et je vais faire install. OK, c'est parce que je l'utilise déjà. Mais vous, ça va fonctionner. Parce que j'ai déjà une console d'ouverte. Je vais vous montrer. Installez-le. Je vais laisser 2 minutes. Gênez-vous pas si ça ne fonctionne pas. Écrivez dans le chat. Je vais vous aider. Normalement, c'est relativement simple. Ça, c'est beau. OK. Je vais considérer que vous l'ayez installé. Ce que ça va faire, c'est quand vous allez, en fait, une fois que ça va être installé, je ne sais pas si ça demande un redémarrage. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que ça a demandé un redémarrage de l'ordinateur? Je ne sais pas si ça. Moi, je n'ai pas pu le faire là parce que c'était déjà fait. Quand vous allez faire bouton droit de la souris sur un de vos fichiers, mais maintenant, vous allez avoir l'option Git Bash Here. Normalement. On peut y aller. Ça va vous donner une fenêtre de console ici. Ce que je vous suggère de faire pour le cours d'aujourd'hui, c'est de le faire directement, ce que je viens de faire, mais dans votre projet de TP. Si vous ne l'avez pas commencé le TP, ce n'est pas grave, ça peut être ailleurs. Ou créez-vous un dossier vide. Je vais le faire ici. Démo, Git. Ça ici. Je rentre dedans. Là, normalement, j'aurai tous mes fichiers de mon projet. Moi, j'en ai pas, j'ai pas fait le TP. Avec bouton droit de la souris, Git Bash Here. On va vous montrer quelques manipulations. Il y a deux façons de commencer un dépôt Git. Soit que vous clonez, dans le fond, vous prenez le projet de quelqu'un d'autre et vous l'amenez sur votre poste. On va le faire tout à l'heure. Ou si je pars de zéro, c'est ce que je vais faire ici. Fait que je fais Git, faites juste la commande, vous faites Entrer. Hop. Si ça vous dit qu'il ne trouve pas la commande, qu'il dit que cette commande-là n'est pas trouvée, mais ça a été mal installé, peut-être que c'est un redémarrage que ça va vous prendre. Sinon, ça va vous donner toutes les listes des paramètres qu'on peut faire. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est Git init. En faisant Git init, ça va créer un dossier caché. On voit ici qui est caché. Dans mon cas, je les affiche, les dossiers cachés, qui n'est pas là, qui va contenir, dans le fond, vos versions de code. Et vous ne le gérez pas, on ne va pas jouer dans ce dossier-là, dans le fond. Ce qu'on va utiliser, c'est des commandes pour modifier le contenu. Ensuite de ça, une autre commande qu'on peut faire, c'est regarder l'état de mon système, dans le fond, de mon Git. Je peux faire Git status. Excusez-moi. Oui. Pour moi, quand je tape git init, ça m'affiche pas erreur, mais ça m'affiche pas la même chose que vous. En gros, ce que m'affiche, ça donnez-moi juste une minute. Quand je tape git unit, ça m'affiche unit, c'est pas une commande de git.
est-ce que c'est INIT que tu as fait? Avec un espace entre les deux? Oui, j'ai écrit la même chose que vous. Bah, je vais le retaper. Peut-être j'avais ajouté un espace de plus. Ouais, c'est la même chose comme ça m'affiche comme ça. Oui, mais c'est ça, mais pour le moment que ton mot, il ne doit pas être écrit comme il faut. C'est vraiment GIT espace INIT. Je pense que même le nombre d'espaces n'est pas vraiment important ici. Ah, c'est beau, c'est beau. Je l'ai On corrigé. continue? Parfait, merci. Mais gênez-vous pas s'il y a quelque chose, j'aime mieux. Je ne sais pas à nettoyer ma console. C'est clé. Ah, merci. Bon. Avec Git status, ça va me dire qu'est-ce qui se passe avec mon projet. Pour l'instant, on ne parlera pas de ça. La branche, on va toujours être dans master. C'est correct. Pour débuter, c'est bien correct. Dans le futur, ben, on va utiliser ça. Ça me dit que j'ai aucun commit yet. Ça, les commits, c'est quand vous envoyez du code dans le dépôt. Je vais vous montrer les étapes. Ici, je suis allé voir sur le site. En fait, sur le site de Git, dans la documentation, il y a un livre. Si vous n'êtes pas pire en anglais, vous pouvez aller le voir. C'est peut-être un peu trop pointu. Dans le fond, ça montre comment ça fonctionne par en dessous, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça ici. Quand vous travaillez, on est dans la zone orange. Tous vos fichiers, quand vous allez les modifier, sont dans la zone orange. Si vous voulez les envoyer, dans le fond, parce que là, le dépôt Git est ici, pour l'instant, il est vide. C'était marqué, dans le fond, quand j'ai fait Git status, qu'il n'y a aucun commit qui a été fait. On voit que la flèche commit, mais ça l'envoie ici. La première étape, c'est de modifier vos fichiers en local. Après ça, je dis à mon système lesquels des fichiers modifiés que je veux qu'ils soient dans mon prochain commit. Parce qu'on pourrait en modifier, je pourrais modifier 10 fichiers, mais que finalement, je veux juste qu'il y en ait 5 qui sont liés ensemble que je vais envoyer dans mon dépôt. On va le faire ici. Je vais me créer un fichier bidon. Ici, fichier texte. Allô, je mets du texte dedans. Oups. Blabla. Bla, bla. Bon. C'est pas vraiment important le contenu. Ici, je vais aller faire Git status encore. Puis là, on voit ici qu'il est marqué, il y a un fichier qui n'est pas suivi, untracked files, allo.txt. Si je veux qu'il soit suivi par Git, il faut que je fasse Git add, Git ajouter mon fichier. Comme ça ici. Si j'ai plusieurs fichiers, ça devient un petit peu long de faire ça, mais souvent, ce que je fais, c'est étoile. Étoile, ça veut dire tous les fichiers qui ont été modifiés ou tous les fichiers qui sont en rouge. Je fais Git status. Là, ça me dit Changes to be committed. J'ai un nouveau fichier allo.txt. Avec Changes to be committed, c'est ce qui est dans la zone bleue ici. Mon fichier est rendu dans la zone bleue. Si jamais je veux le redescendre dans la zone rouge, je peux faire ici cette commande-là. Mais normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin, à moins que vous fassiez des erreurs. Mais git remove le fichier qui est dans staging, à fond, la zone bleue, et le nom du fichier. Moi, je vais faire la première version qui s'en va jusqu'au dépôt Git. J'envoie ça dans le bleu, c'est déjà fait. Après ça, je vais faire mon commit. Je fais git commit. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien le faire avec le message comme ça ici. Quand on envoie du code, dans le fond, dans le dépôt, mais on met c'est quoi le but de ce code-là. Normalement, ajout du fichier de configuration. J'invente quelque chose. 3 petits points, on pourrait mettre d'autres mots. Fait git espace commit pour envoyer le fichier dans le dépôt Git. Espace -m pour message. Et j'envoie une chaîne de caractères. On voit que ça a fait quelque chose. Puis après ça, je peux aller voir dans Git Status où est-ce que j'en suis. J'ai rien à faire en commit, nothing to commit.
Working tree clean. C'est-à-dire qu'en ce moment, je n'ai aucun fichier qui a été modifié. C'est normal parce que j'ai déjà envoyé mes modifications dans le dépôt. C'est le cycle, dans le fond, qu'on va faire régulièrement. On modifie des fichiers, on les envoie dans l'area, dans le fond, l'aire, ici, staging area. Et après, ensuite de ça, on les envoie dans le dépôt Git. Ensuite, là, pour l'instant, je suis toujours en local. Je n'ai pas envoyé j'ai rien envoyé sur le serveur. Je peux voir ici git log et je vais le faire clear. Git log. On voit que mon commit a été fait par Philippe Fleury. Ça se peut que vous n'ayez pas de nom qui soit écrit là. C'est écrit dans le document que je vous ai fourni sur Git ou sinon je vous l'enverrai. Comment configurer en fait pour que ce soit votre nom à vous. Je reviendrai avec ça. On voit la date que ça a été fait et on voit mon message. C'est ici. Je vais vous montrer un exemple. Je m'en vais ici. Je rajoute quelque chose. Blabla. Je retourne voir Git Status. Oh, là, il a été modifié, mon fichier. Donc, si je veux encore le mettre dans mon Git Add, allô, je l'envoie. Ici. Si vous voulez seulement travailler en local, mais c'est ça le cycle de développement ici. Si jamais vous voulez partager avec quelqu'un d'autre votre code, mais il ne peut pas rester sur votre poste. Il faut qu'il s'en aille dans le nuage à quelque part ou vous trouvez un serveur pour mettre l'information. Habituellement, ce qu'on utilise, c'est un fournisseur, en fait. Là. Il y en a plusieurs. Celui que j'utilise dans mon cas, c'est Bitbucket. Mais il y a GitLab qui fonctionne bien. Il y a GitHub qui fonctionne bien aussi. Je vais les mettre ici. Là. GitHub. GitHub, le petit chat qui est là. Si ça vous intéresse, ou GitLab. Toutes ces entreprises-là offrent des versions gratuites. Il faut toujours vérifier parce que surtout quand vous allez faire vos TP, on voit que dans le fond GitLab, c'est un petit renard. Il faut que vos projets soient privés. Il ne faut pas que n'importe qui puisse avoir accès à votre code, sinon ça va faire de la triche. Dans le fond, parce qu'une fois que votre code est en ligne, comme ici, je suis dans Bitbucket, je vais le faire pour Bitbucket. Je fais Create. Repository, c'est un projet Git. Ici, il y a des workspaces, ce n'est pas nécessairement important pour vous. Démo Git. Et ça va être le nom de mon démo. Et Access Level Private Repository. Si vous ne le mettez pas private, n'importe qui peut y avoir accès. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le trouver, votre projet. Quand on le met public, c'est parce qu'on veut que d'autres gens collaborent avec nous. Quand on le met privé, mais on veut que notre code reste privé. Soit notre entreprise ou soit pour notre travail à l'école. Les autres choses, ici, je laisse ça comme ça. Gitignore, ça fait partie des choses qu'on va discuter tout à l'heure. Je fais Create Repository. Bon. OK. Ça dit que sa page ne marche pas, mais il a quand même été créé. On voit ici que mon projet est là. Il y a un petit cadenas en haut. Ça me dit que c'est un projet privé. Si vous prenez GitHub, l'interface va être différente, mais les concepts, ça va être les mêmes. Même chose pour GitLab. Je m'en vais ici, démo Git. Un petit peu de difficulté avec le serveur, je ne sais pas. Je vais essayer de voir un autre projet. Okay, bon.
C'est un autre projet que je suis en train de travailler dessus. Normalement, vous allez avoir toutes ces choses-là ici. Je vais revenir, je vais vous le montrer parce qu'il va avoir les commandes. Je vais aller voir les commandes. Je vais tester mon Git. Bon, on voit ici que ça ne fonctionne pas bien de leur côté. Je vais aller sur GitHub dans ce cas-là. Bon, désolé pour le délai. J'ai vérifié, c'est que j'ai plusieurs projets ici. Ça va être le même concept. Je vais en créer un ici, ça va être New. Je vais refaire la même chose. Désolé, l'autre Bitbucket, absolument, ça va bien. Je peux mettre une description. On décide s'il est public ou privé. Je peux mettre privé ici. Différentes choses. Ça, on ne le fait pas tout de suite. Et create responsible. Je crée mon dépôt. Et ensuite, vous avez deux options. Si votre code existe déjà en local, c'est ce qu'on a fait ici. Dans le fond, j'ai créé un fichier. Après ça, je l'ai poussé dans mon premier commit. Je peux aller copier ces choses-là ici. Je vais juste le copier ligne par ligne. Je pense que le git branch n'est pas important, mais ce n'est pas grave, on va le faire ici. Ici, git remote ajoute un dépôt distant à quelque part qui pointe sur GitHub. PH, mon adresse. Paste. Et git push qui va faire en sorte que ça va prendre mon code puis ça va l'envoyer. Git push pour pousser le code et git pull pour tirer le code vers vous, le code de quelqu'un d'autre. Je m'en vais ici, je copie ça. Là, je ne connais pas mes informations, mais normalement, je les rentrerai là et ça enverrait mon code sur le serveur. Tout simplement, je vais juste le fermer. C'est juste pour vous montrer ici. Normalement, la fenêtre va s'ouvrir, vous rentrez votre mot de passe et votre identifiant et vous l'envoyez. Il y a des moyens de faire en sorte de ne pas être obligé de toujours rentrer notre mot de passe et notre identifiant. Ça sort du cours, dans le fond, ça prend une clé SSH. Si ça vous intéresse, on en discutera. Sinon, c'est correct pour l'instant, pour le travail. Fait que toujours, dans le fond, si vous partez le projet vous-même, git init, après ça, on fait git add pour ajouter des fichiers, git commit pour les envoyer dans notre dépôt. Git push va prendre notre dépôt et va l'envoyer sur le répertoire distant. Git pull, excusez-moi, ici, git pull, mais ça va aller le chercher, comme ça ici, ça va le chercher sur, dans le fond là c'est GitHub parce que j'ai configuré GitHub, mais c'est dans le fond, si je travaillais avec d'autres personnes, mais tout le monde pousserait sur GitHub leurs changements, après ça, moi j'irais les chercher. Ensuite de ça, mais là, il y a une partie qui est faite automatiquement par Git qui va, ce qu'on appelle un merge, qui va fusionner votre code, vos changements avec les changements de vos collègues. Puis, habituellement, ça fonctionne bien. Si vous avez changé le code, dans le fond, la même ligne de code, mais là, il va vous dire, vous avez un conflit. Dans le cadre du cours, ça n'arrivera pas parce que vous travaillez tout le temps tout seul, à moins que vous travaillez sur deux ordinateurs différents, puis ça m'est déjà arrivé de faire ça, d'avoir mon ordinateur de bureau et mon ordinateur portable, puis de travailler sur ces deux projets-là, puis de les envoyer au même endroit. Mais normalement, dans le cadre du cours, vous ne devriez pas avoir de conflit. Vous allez commencer à avoir des conflits à la prochaine session, quand vous allez commencer à faire des travaux d'équipe. Comme vous modifiez une ligne, l'autre modifie la ligne aussi. Si je regarde mon fameux fichier blabla, vous avez ce fichier-là, puis vous avez décidé que c'était blablu. Et votre collègue, lui, sur cette ligne-là, mais il a écrit blablo.
Là, Git ne sera pas capable de savoir c'est lequel qui est bon. Parce que les deux, vous avez fait un changement sur la même ligne. Puis, est-ce que c'est Blablu qui est. Excusez-moi. Je vais faire quelque chose de mieux. Là. Classe égale x0. Vous écrivez ça, puis votre collègue écrit classe égale py-0. Donc là, c'est à la même ligne, au même endroit, il va essayer de comparer, puis il va se rendre compte qu'il n'est pas capable de fusionner ces deux informations-là. Ça, il va falloir le faire manuellement. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, merger le code ou fusionner le code. Ici, je ferme ça. Vous pouvez travailler sur le remote ou pas, sur Bitbucket, GitHub ou GitLab ou pas pour le travail 1. Même le travail 1, je pense qu'il n'y a rien qui parle de. Je vais aller voir ici. Il me semble qu'il n'y a rien qui parle de Git dans le TP. C'est juste que c'est une bonne pratique de l'utiliser. Puis vous allez l'utiliser toute votre session, tout votre programme, en fait. Ça, je ne trouve pas. Avec le TP2, il va y avoir des informations par rapport à Git à faire, mais je vous recommande de commencer tout de suite à l'utiliser. Puis une fois que vous envoyez vos fichiers en ligne, par exemple sur Bitbucket, j'ai tous mes fichiers ici. Je vais aller voir dans du code ici, importation des ventes. J'ai mon code qui est exactement là et j'ai les différents commits qui sont ici. J'en ai fait lecture d'un fichier il y a 3 jours, puis ma dernière version, c'est il y a 2 jours. Lecture d'un fichier, ça ressemblait à quoi? Oh, il n'y avait presque rien dedans. Là, je pourrais aller voir, OK, ça fonctionnait ou quelqu'un pourrait ajouter un bug dans l'application. Il faudrait leur retrouver la source, dans le fond, puis voir pour le corriger. Je vous amène à lire ce document-là, qui est sur Git. Que vous utilisez une interface d'outil graphique, Graphical User Interface ou un Command Line Interface, dans le fond, moi je l'ai fait en console aujourd'hui, ici. Je trouve que c'est plus rapide que de faire du clic-clic-clic, mais c'est peut-être plus simple pour vous de faire dans le fond, d'utiliser une interface graphique. Il y a quelque chose qui s'appelle Tortoise Git. C'est Tortoise. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre ça ici. C'est juste une interface graphique qui permet de faire les mêmes choses qu'on a vues en ligne de commande, grossièrement. Toutes les commandes que je pense que vous pourriez avoir de besoin sont ici. Parfait. Et pour ignorer des fichiers, c'est là aussi. C'est la dernière chose que je vais jaser aujourd'hui. C'est comment ignorer des fichiers. Je vais revenir dans mon projet bidon, ici. Je vais me créer un fichier qui s'appelle données perso. Et des données personnelles. Si, même je pourrais me créer un dossier aussi. Dossier. Dans le dossier, je vais mettre quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. C'est pas grave, c'est juste pour avoir des fichiers. Moi, j'aimerais ça, dans le fond, créer mon programme pour pas qu'à chaque fois, ils me disent, quand je veux faire git add étoile, de tout ajouter, mais qu'ils rajoutent, je veux pas qu'ils rajoutent dossier, puis je veux pas qu'ils rajoutent données perso. Pour faire ça, je l'ai mis ici, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais y aller avec cette façon-là ici. Excusez, pouvez-vous répéter, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à faire en sorte que quand je vais vous le montrer ici, quand je fais git status, en ce moment, j'ai en rouge dossier, puis j'ai dossier perso. Ça arrive dans un projet, ben justement, le projet qui est ici, sur
On va revenir. Ça, j'ai pas beaucoup de fichiers ici. J'ai un gitignore, j'ai un app.config. C'est pas important qu'est-ce que ça fait ces fichiers-là, mais on voit que j'ai 4 fichiers ici. Mais si je m'en vais dans le vrai projet, j'ai tout ça ici. Il y a des fichiers que je peux vouloir garder en local sur mon poste, mais qui ne soient pas envoyés dans le fond, chez l'hébergeur. C'est vrai pour les données de test. J'ai des données de test que je veux garder pour moi pour faire mes tests. Je peux avoir d'autres dossiers. Là. VENV, c'est pour Python, mais ce n'est pas important pour vous pour l'instant. L'important, c'est en fait, dans votre cas à vous, ce qui va arriver, ça va être votre CSS que vous allez vouloir ignorer. Parce qu'à chaque fois, il va être généré à partir du SCSS. Je vais le montrer ici. Je pourrais le faire. Je vais faire cet exemple-là, puis après ça, je ferai l'exemple avec le SCSS. Je ne veux pas qu'à chaque fois que je fasse add étoile, mais qu'il me rajoute le dossier, je veux que ça reste pour moi seulement. Je ne veux pas l'envoyer dans le répertoire Git. Puis données perso.txt, je ne veux pas l'envoyer dans le répertoire Git. Là, si je fais git add, normalement, il va dire qu'ils sont là. Mais là, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas ces fichiers-là. Là, il faut que je les refasse à la main. Dossier, j'utilise la commande qui est écrite juste en haut, get reset head, mon fichier. Je vais faire la même chose pour l'autre fichier. Les persos. Je reviens ici. Là, ils sont encore en rouge. Ce que je vais faire touch ici, git ignore. Ça va me faire un fichier. Je vais en ici. Git ignore ici. Je rentre dedans. Puis là, je vais écrire qu'est-ce que je veux qu'il soit ignoré. Parce que je ne veux pas que Git m'en reparle. Je vais écrire, ici, j'ai le dossier. Tout simplement, j'écris dossier. On va voir que maintenant, quand je vais faire get status, il ne me parle plus de dossier. C'est relativement simple. Si c'est des dossiers, vous l'écrivez comme ça. Si c'est des fichiers, on l'écrit de l'autre façon. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle, données perso. On l'écrit avec l'extension. Là, on voit qu'il y a seulement gitignore qui est là. Normalement, le gitignore, on veut le partager avec nos collègues. Ça, je pourrais le rajouter. Je fais git commit ajout du gitignore. Oh, il ne l'a pas ajouté. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le rajouter. OK, bon. Il faut faire vraiment à bras. Git. Je vais faire mon git commit. C'est ici. Maintenant, je peux faire git status, puis je suis clean dans le fond. Même si je fais des modifications dans le dossier qui s'appelle dossier, ça ne changera rien. Il ne détectera pas comme un changement. Puis si je fais des modifications dans mon fichier données perso.txt, il ne détectera pas comme des changements. Là, pourquoi ça peut nous intéresser? Nous, ça va nous intéresser pour deux choses. Pour notre SCSS, je vais ouvrir un projet. Passer. Je vais juste. Ça ici, ne sera pas long. Je vais le faire de mon côté. C'est bon.
j'en trouve pas rapidement. Je vais quand même en ouvrir un fichier pareil. OK, je repasse ça. J'ai ouvert un fichier. C'est un projet d'un étudiant. Il y a ça ici. Je peux vous montrer grossièrement qu'est-ce qu'il y en est. C'est Donjon Dragon. C'est un peu ce que vous avez à faire avec les modifications, le carrousel, ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment le code est structuré. On voit ici qu'il y a un SCSS. Si je fais, je vais ouvrir ma console ici. Si je fais git init, je vais créer un projet git. Puis je fais git status. On voit que ces différentes choses-là ici qui vont être ajoutées. Le problème avec Node Models, mais je veux pas en fait, il y a deux choses que je ne veux pas ajouter. Le CSS, ici, style.css, parce qu'il va être généré par mes collègues avec la ligne de commande. Et ce que je ne veux pas fournir aussi sur le serveur ou partager avec mes collègues, c'est Node Models, parce qu'ils vont être installés eux-mêmes en faisant npm install. Ici, npm install, ça va installer tout ce qu'il y a besoin en fonction des requis. C'est les deux choses que je n'aurais pas de besoin, que je ne veux pas qu'ils soient dans Git. Je me fais un nouveau fichier. On voit qu'il détecte automatiquement que c'est un git ignore. Ce que je fais ici, c'est node models et css style.css. Je pourrais mettre l'autre aussi, là, le map. Je vais juste aller voir ici. Si je fais git status, on voit que le node models n'est plus là. Le dossier CSS est encore là parce que c'est seulement le fichier CSS de style CSS que je ne veux pas qu'il soit là. Parce qu'on se rappelle, c'est toujours généré à partir du style.scss. Ce ne sera pas si grave que ça si vous l'envoyez dans votre dépôt. C'est juste que là, vous allez avoir si vous partagez avec un autre étudiant, vous allez avoir des conflits sur ce fichier-là et sur ce fichier-là. Donc, il va falloir le modifier les deux. Mais réellement, c'est pas important. Les conflits sur le fichier style.css, c'est pas important parce qu'il est généré par la ligne de commande. C'est tout simplement ça. C'est vraiment d'écrire qu'est-ce qu'on veut pas qu'il soit traité par Git, avec le git ignore. Et vous l'avez ici. Il y a différentes commandes. Étoile, ça veut dire n'importe quoi. C'est avec b.étoile, mais c'est tous les fichiers qui commencent par b. Quelque chose. Étoile.b, mais c'est tous les fichiers qui commencent par quelque chose, .b. Si vous faites du développement .NET, mais il va y avoir beaucoup de ça parce que vous faites de la compilation. Quand on compile, ça crée des fichiers de code compilé. Ça, on ne veut pas les envoyer sur le serveur non plus. On veut les garder en local seulement. Ce qu'on veut envoyer, c'est le code source. C'est vos fichiers .cs ou .vb si vous faites du Visual Basic. C'est ça qu'on veut envoyer sur le serveur parce que votre collègue, il va le recompiler de son côté. Je vous invite à l'utiliser tout de suite dans votre travail 1, même si ça ne sera pas comptabilisé. Toutefois, à l'examen, probablement qu'il va y avoir une question. Donc, même si vous ne l'utilisez pas, je vais vous en reparler vendredi, mais probablement qu'il va y avoir une question sur à quoi ça sert tout ça. Mais je ne vous poserai pas une question sur quelque chose de précis, telle commande ou quoi que ce soit. C'est grossièrement, c'est quoi le but d'utiliser un outil comme ça ici. Je vais fermer ça ici. C'est tout pour Git. Est-ce que le travail, est-ce que vous avez des questions sur le travail ou est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit aujourd'hui?
Si jamais vous en avez, écrivez-moi soit par... vous pouvez parler là, ou vous pouvez m'écrire dans le chat, ou vous pouvez m'écrire par Teams. Puis souvent, quand c'est une question qui peut intéresser tout le monde, je vais la partager. J'en conclus que ça avance quand même bien, le travail. On n'est pas nombreux ici, puis je ne sais pas comment... Je ne sais pas si les autres, ils le regardent par la suite, le vidéo. Gênez-vous pas si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Puis comme je vous dis, ça va être moi qui va corriger le travail 1 et l'examen 1. Je veux juste être juste, puis dans le fond, les indications que je vais vous donner vendredi, mais ça va être les indications qui vont être liées à la correction. Ça a un avantage, l'avantage, c'est que c'est moi qui vous donne le TP, c'est moi qui corrige. Le désavantage, c'est que moi et Nicolas, on ne corrige pas de la même façon. Vous ne pouvez pas prendre en considération que la façon que ça a été corrigé pour le travail 1, ça va être la même façon que le travail 2 va être corrigé si Nicolas revient. On en discutera rendu là. Là, je sais pas. Je sais que c'est pas une session facile pour vous. Là. Beaucoup de cours, beaucoup d'incertitudes. Mais écrivez-moi, il n'y a pas de trouble. On peut se faire un Teams pour jaser ou pour vous voulez me montrer du code, il n'y a aucun problème. Prenez soin de vous. Merci Ça va être... Oui? J'avais dit merci. OK. Prenez soin de vous, puis ça va être sur YouTube sous peu, dans le fond, et sur les apps. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.